On est vendredi le 6 mai, il est 17h, c'est le moment de info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première édition de info.tvc du mois de mai. On débute avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On enregistre 29 nouveaux cas cette semaine. On est rendu à un total de 1749 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 61 cas sont toujours actifs. Le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, a confirmé un peu plus tôt cette semaine la fin du port du masque obligatoire dans la majorité des espaces publics à compter du 14 mai. Par contre, il sera maintenu dans les transports en commun, dans les établissements de santé, les cliniques médicales et dans les CHSLD, ou lorsque nous sommes en présence de personnes vulnérables. Il recommande tout de même aux Québécois de continuer de porter le masque dans les lieux publics et demande le respect envers ceux qui continueront de le porter. Les personnes qui contracteront la COVID-19 auront la responsabilité de faire des tests rapides et de porter un masque en public pendant au moins 10 jours, soit la durée pendant laquelle la maladie demeure contagieuse. La 6e vague de COVID-19 aurait été particulièrement dévastatrice dans la région du Bas-Saint-Laurent. Au cours du mois d'avril, un nombre record de décès a été enregistré. Selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, pas moins de 44 personnes ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19. Ce nombre représente plus du double des statistiques recensées sur le territoire en janvier et en février, alors que la région enregistrait un bilan de 19 décès. L'auberge Ma Cabane en Gaspésie à Saint-Paul a été la proie des flammes. L'incendie qui a rasé le bâtiment aurait pris naissance mercredi vers 17h15. Une vingtaine de pompiers des services incendie de Matane ainsi que de la Matapédia, secteur Sébec, ont été dépêchés sur place. Après s'être attaqués à l'incendie, les pompiers ont dû se résoudre à faire appel à une pelle mécanique vers 21h pour étouffer ce qui restait du brasier. La cause exacte de l'incendie n'a toujours pas été identifiée, mais les dommages sont estimés à plus d'1 million de dollars. Il n'y avait personne à l'intérieur du bâtiment lors de l'incendie et l'érablière n'a pas été affectée. La ville d'Amqui informe les usagers de la fermeture temporaire de la nouvelle passerelle J-Napoléon-Pérusse dans le but de finaliser les travaux. Celle-ci sera inaccessible à compter du lundi 9 mai et ce pour quelques semaines. Les usagers sont invités à utiliser la rue du Pont ou le pont couvert Beau Séjour dans le parc Pierre et Maurice Gagné pour leur déplacement et à respecter la signalisation en place. Le coroner Jean-Pierre Chamberlain a rendu public son rapport concernant l'accident du 5 août 2021 à l'intersection de la route du Lac-Pitre et de la route 132 à Lac-aux-Saumons et qui a coûté la vie à 3 personnes, soit Pierre-Paul Turcotte, 84 ans, Kevin Turcotte, 37 ans et Nathan Ouellette, 5 ans. Le rapport précise que la visibilité était bonne le jour de l'accident, que l'asphalte était sec et en bon état et que la densité de la circulation était forte. L'inspection mécanique des 2 véhicules impliqués dans l'accident n'a révélé aucune défectuosité ou anomalie qui aurait pu contribuer au drame. Selon les constatations du coroner, 3 scénarios possibles sont envisagés, soit que Pierre-Paul Turcotte n'aurait pas effectué son arrêt ou qu'il n'aurait effectué qu'un ralentissement au lieu d'un arrêt complet, ou encore il aurait omis de céder le passage au camion 10 roues après avoir effectué son arrêt. Suite à cet accident, rappelons que plusieurs pistes de solutions
avait été proposé lors d'une première rencontre en septembre dernier entre le maire de Lac-aux-Saumons, Gérard Grenier, et le MTQ. Une deuxième rencontre devrait avoir lieu prochainement pour discuter des possibilités qu'on pourrait apporter pour améliorer cette intersection. L'artiste musicien autodidacte Xavier Sénéchal, connu sous le nom d'artiste Gueuse, a récemment fait l'objet d'une capsule vidéo de la Fabrique culturelle, mettant en vedette sa démarche en général et plus particulièrement son travail à la création de pédales d'effets. Il s'agit du 4e créateur matapédien à apparaître à la Fabrique culturelle ces dernières années, après Pierre Durette, Maude Blais et Nick Michaud. Gueuse a également reçu des bourses du programme de l'Entente territoriale du Bas-Saint-Laurent en 2021, 2019 et 2017. Il est possible de visionner la vidéo à l'adresse qui apparaît à l'écran. La Fondation Jenny Germain, qui a pour mission de venir en aide aux enfants défavorisés de la vallée de la Matapédia, a annoncé qu'elle allait distribuer 2 080 $ en aide alimentaire directe aux enfants dans le besoin. Un montant de 650 $ sera utilisé pour des cartes d'épicerie et de pharmacie, 820 $ pour des ateliers culinaires dans les camps de jour de 13 municipalités afin de lutter contre la pauvreté, 460 $ à Moisson-Rimouski-Neigette et 150 $ à Moisson-Métis. La Fondation tient à remercier la générosité des donateurs qui a rendu possible le versement de ces montants. Le matapédien de 39 ans, Sylvain Vaillancourt, a participé à la 126e édition du Marathon de Boston qui a eu lieu le 18 avril dernier. Pour sa première expérience, l'Amkouyien se dit plus que satisfait de sa performance qu'il a réalisée en 2h47 minutes et 28 secondes. Avant de s'attaquer à l'épreuve de course à pied la plus populaire au monde, Sylvain Vaillancourt avait préalablement complété 2 marathons de 42 km, ce qui lui a permis de se qualifier pour l'événement de Boston, qui réunit les quelques 30 000 meilleurs coureurs au monde. Le 26 avril dernier marquait le 100e anniversaire de Madame Irène Gendron-Rousseau de Saint-Noël. Native de Saint-Damas, elle est l'aînée d'une famille de 11 enfants et à son tour a mis au monde 16 enfants. La centenaire compte 29 petits-enfants, 52 arrière-petits-enfants et est sur le point de devenir pour la deuxième fois arrière-arrière-grand-mère. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a également adressé des vœux d'anniversaire à Mme Gendron-Rousseau. Cette dernière s'inscrit parmi les 5 grandes centenaires de la Matapédia, aux côtés de Rosalie Brisson, Simone Castonguay, Louise McNicol et la doyenne Marie-Paul Gaudreau, âgée de 104 ans. Aujourd'hui à l'émission, on vous invite à participer à plusieurs événements qui auront lieu dans les prochains jours, prochaines semaines et même prochains mois. Le 14 mai prochain se déroulera le Vélo Bazar à l'Aréna d'Amkoui. Francis Saint-Laurent, coordonnateur de la Véloroute des Jardins de la Matapédia, nous explique comment procéder si vous avez des vélos et du matériel à vendre. Marie-Michelle Voyer, directrice générale du cinéma Figaro, nous parle des films qui seront en salle pour le mois de mai dans le cadre de la chronique Le temps d'un pop-corn. Le CEMEC organise son exposition scientifique annuelle qui aura lieu le 16 mai. L'événement est ouvert à tous et permet de découvrir le travail des étudiants du programme Sciences de la nature. Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent invite les écoles de la région à participer au défi On bouge et on s'adapte. L'objectif de cette activité se veut de sensibiliser les élèves aux défis que rencontrent les personnes ayant une limitation physique. La très attendue Fête des guitares aura lieu du 17 au 9 juillet. Le comité organisateur est heureux d'annoncer la contribution financière de l'entreprise Groupe RPF de Sébec. Des travaux au niveau des infrastructures sportives et récréatives, ainsi qu'au niveau des routes, se dérouleront cet été dans la Matapédia.
Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, nous parle des investissements qui ont été annoncés pour la réalisation de ces travaux. Mais tout d'abord, avec l'arrivée du beau temps, les pissenlits ne vont pas tarder à apparaître. Même si on ne les aime pas, ces fleurs sont très utiles pour les insectes pollinisateurs. Oserez-vous vous abstenir de les couper? Après la pause, on vous lance le défi pissenlit. On parle de pissenlit, ces petites fleurs jaunes qui poussent sur nos terrains et que souvent on n'aime pas trop parce qu'ils sont souvent en grande quantité puis on se dépêche à les couper. Mais par contre, il faut se dire que ces petites fleurs jaunes sont importantes dans le processus de pollinisation. Donc, c'est pour cette raison que pour une deuxième année consécutive, le défi pissenlit est de retour. Saurez-vous participer et laisser les pissenlits sur vos terrains? Pour en discuter, je suis avec les instigateurs de ce beau défi, Christina Fortin et David Lee. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir ce défi? Oui, en fait, quand on a lancé notre entreprise Miel Éco à Portneuf, nos clients nous demandaient souvent comment ils pouvaient aider les abeilles. Et ils cherchaient des façons compliquées, ils pensaient que c'était difficile d'aider les abeilles. Et puis, parallèlement, nous, au printemps, on voyait beaucoup de gens qui se dépêchaient de tondre leur gazon, alors que le pissenlit, c'est une des premières sources de nourriture pour les abeilles. Donc, on a eu l'idée, en fait, pour les aider, c'est super simple. On a lancé le défi pissenlit. On invite toute la population du Québec à retarder un peu la tonte de leur gazon pour fournir de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Donc, c'est nos clients qui nous ont inspiré cette idée-là. Donc, ça permet justement aux abeilles d'aller chercher la nourriture qu'ils ont besoin là, pour pouvoir aller dans la production de miel et tout pour avoir nos produits par la suite. Oui, exactement. Puis le pissenlit, c'est une des premières sources en abondance de nectar et de pollen au printemps. Donc, ça leur permet de refaire leurs réserves là, après un long hiver. Et là, on demande aux gens de ne pas couper leur pissenlit, mais combien de temps ils doivent les laisser là? C'est quoi le temps idéal? Oui, bien en fait, bon, le pissenlit, ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de mai, même suite à une tonte, il va pouvoir ressurgir. Et tu sais, ça peut y aller à peu près jusqu'à 3 fois selon les régions du Québec. Donc, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, c'est laissez-les fleurir le temps, bon, le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont jaunes. Puis quand on voit là, qu'ils ont déjà une première, ils ont donné pas mal de nectar, ben, on peut procéder à une première tonte, puis ça va aider, en fait, à ce qu'on ait une deuxième resurgescence du pissenlit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même pendant environ un mois, plus ou moins, là, c'est ça, la période, donc mai-juin, encore là, selon les régions, qu'on peut en bénéficier. Bon, ben c'est le fun. On peut se donner un petit mois de congé de tonte de pelouse. Hein? Fait que Mm. ça donne un petit congé là-dessus. Et comme vous mentionnez, votre entreprise est à Port-Neuf, mais le défi s'adresse à toute la région du Québec. Fait que nous, ici, dans la vallée de la Matapédia, on peut participer. Les gens qui sont intéressés doivent procéder comment? Oui, donc les gens peuvent aller au défipissenlit.com. C'est vraiment ouvert à tout le monde au Québec, même dans d'autres provinces. Et puis, les villes qui sont intéressées à participer aussi peuvent nous contacter au défipissenlit.com. En ce moment, on a déjà une cinquantaine de villes et d'entreprises qui participent. Donc, ils ont commandé des petites affichettes pour le gazon. Je protège les pollinisateurs. Ils en remettent à leurs citoyens, leurs clients. Alors, ils peuvent nous contacter. Ça va nous faire plaisir de les aider avec leur inscription. Et ces petites affichettes-là que tu me parles, on peut les acheter sur votre site Internet également. Oui, exactement. On a des petites affichettes, des pissenlits. On a préparé des activités pédagogiques, des coloriages, des coffrets de semences. Il y a vraiment plusieurs options pour aider les abeilles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un défi, mais c'est un concours en même temps. Fait que les gens participent, mais ils peuvent avoir un petit bonbon au bout de la ligne. Oui, exactement. Donc, les gens ils peuvent publier sur leurs réseaux sociaux une photo quand les pissenlits vont sortir de leur terrain ou encore d'un parc avec des pissenlits identifiés Miel Éco. Donc, @Miel Éco avec le hashtag défi pissenlit. Et puis, à la fin de la saison, on va faire tirer un beau coffret incluant
plein de choses pour aider les abeilles. Ben, parfait. Et puis, comme je le mentionnais, c'est pas la première année que vous le faites. Comment ça s'est passé l'année dernière? Mais ça s'est très, très bien passé. En fait, nous, on a lancé cette simple idée-là un peu naïvement. Et puis, ça n'a pas été long que ça a fait le tour du Québec. Donc, on était agréablement surpris. Alors voilà, on revient pour la deuxième édition. Et puis, il y a encore plus de participants déjà, même si les pissenlits ne sont pas encore sortis. Donc, tout le monde est prêt. Le monde sont prêts, ils attendent juste que les pissenlits sortent. Vous avez eu à peu près combien de personnes l'année dernière? Est-ce que vous le savez? Oui, eh bien, on a distribué 5000 ensemble défis pissenlits. Et puis aussi, on a rejoint près de 300 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé, puis on a vu beaucoup, beaucoup de gazons avec des beaux pissenlits. Et puis là, tu me le mentionnais un petit peu tantôt, vous êtes rendu à peu près combien de personnes qui sont déjà intéressées à participer ou qui ont déjà manifesté? Oui, ben on a une cinquantaine de villes et d'entreprises. Au niveau des gens, des particuliers, je dirais qu'on a atteint déjà 300 000 personnes. Donc, on est au tout début du défi Pissenlit. Alors, on s'attend de rejoindre une grande quantité de gens pour cette deuxième édition. Vous avez déjà atteint le nombre de personnes que vous avez atteint. L'objectif de l'année passée est déjà atteint. C'est même pas commencé. Exact. Fait que ça, j'imagine, c'est encourageant. Ça veut dire que les gens ils ont vraiment le goût de participer à ce défi-là. Oui. Puis on sent que les choses changent. La mentalité du gazon vert parfait évolue. Oui, puis si je peux me permettre aussi, c'est que cette année, avec l'engouement de l'année dernière, les villes, c'est même les villes qui nous ont contactés en premier. Mm-hmm. Donc, très, très tôt, là, cette année, on a pu avoir des courriels, des échanges avec les villes qui voulaient vraiment faire leur part, puis, tu sais, encourager leurs citoyens aussi. Fait que c'est ça qui est une des belles fiertés là, cette année, c'est d'avoir là, déjà tout ce soutien-là, je dirais, là, des villes qui sont en arrière. Puis, tu sais, on voit qu'au Québec, là, vraiment, les gens, mais les villes veulent faire la différence. Et puis, est-ce que vous savez si déjà c'est du monde sur notre territoire qui vous ont contacté ou qui participe? Ou vous n'avez pas les données par région? Bien, pas encore. Fait qu'on invite toutes les villes de votre région. Le défi est lancé. Contactez-nous pour vous inscrire. Et puis, jusqu'à maintenant, là, parce que vous, ça commence la production aussi, là, avec le printemps qui arrive. Comment ça se passe? Oui, bien, jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est une année quand même particulière. Vraiment, là, on enregistre des pertes quand même beaucoup plus élevées là, au travers de tout le Québec là, cette année. Donc, c'est ça, on prend ça là, une journée à la fois. On a un printemps qui est quand même assez difficile avec le froid. C'est ça, le froid qu'on a, les pertes hivernales. Donc, pour l'instant, on fait de notre mieux, le mieux qu'on peut. On prend ça au jour le jour, puis on va souhaiter que ça va être une belle saison pour nous autres, mais aussi pour tous les apiculteurs là, au Québec. Parfait. Bien, David Lee, Christina Fortin, merci beaucoup. C'est vraiment un beau défi, c'est une belle initiative. Je vous souhaite plein de succès. Ça a l'air d'être bien parti pour ça, mais je vous souhaite un bon succès avec votre défi. Merci beaucoup. Alors, j'invite les gens de la Matapédia, si vous voulez participer au défi Pissenlit, c'est pas compliqué, vous vous rendez sur le site Internet de Miel Éco. Vous allez pouvoir voir l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Et vous allez pouvoir vous procurer les petites affichettes pour bien afficher que vous êtes participant du défi. Fait que vous pouvez les installer sur votre terrain. Vous prenez des photos, vous les mettez sur soit votre page Facebook, votre compte Instagram, les deux, et vous prenez, vous identifiez hashtag défi pissenlit, c'est ça, et vous identifiez à commercial Miel Éco pour mettre tout ça en évidence, qu'on vous voit bien. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Si vous voulez vous procurer un vélo ou de l'équipement à bas prix, ce sera possible de le faire lors du Vélo Bazar qui aura lieu le 14 mai prochain. Pour en parler, je suis avec Francis Saint-Laurent, qui est coordonnateur à la Véloroute Desjardins de la Matapédia. Bonjour Francis. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va très bien, toi? Ah, le soleil est beau? Oui, ben oui, là, ça commence. Là, Là, le monde commence à penser vélo. À penser vélo, à faire du ménage.
Fait que le vélo bazar s'en vient. C'est ça. Ça fait combien d'années que ça existe, le vélo bazar? On avait fait une première édition en 2018. Après ça, on avait arrêté 2 années, dont l'année du COVID, la première année en 2020, là, de la pandémie. Mais l'année passée, on avait revenu, mais on était plus là, discret un peu. Là. On était toujours un peu incertain, mais là, cette année, là, Ça revient. ça revient en force. C'est officiel. Oui, oui. Et comme je demandais, dans le fond, c'est un peu comme on peut dire un marché aux puces. Donc, C'est les ça. gens peuvent se procurer du matériel à prix quand même plus abordable si on Exact. a les moyens d'acheter neuf. C'est ça. Qu'est-ce qui est possible de se procurer? C'est quoi qu'on peut trouver un peu de tout? En réalité, ça dépend toujours de ce que les personnes vont amener, mais c'est des vélos, c'est sûr, mais ça peut être aussi l'équipement du vélo, ça peut être des casques, je sais pas, mais toutes sortes de choses là, qui ont rapport à... Des pompes pour gonfler les pompes, pneus, c'est ça, des tout choses ce qui est relié au vélo. Les personnes arrivent sur place, bien, on peut commencer à dire à quelle heure ça commence. Oui. Entre 10h puis midi, donc ça se passe à l'aréna, mais du côté, il faut savoir, c'est du côté de la rue d'Auteuil, où est-ce que les grandes portes ouvrent, donc on a accès là. Mais je pense que de 10h à midi, c'est ceux qui ont des choses à vendre qui Oui, apportent de les 10 affaires. à midi, les personnes amènent leurs choses, puis il y a quelqu'un qui va les aider à fixer un prix. On signe un contrat, et dans l'après-midi, de midi à 16h, là, les personnes viennent pour faire leurs achats, là, voir ce qu'il y a à proposer, là, à acheter. Ou des fois, il peut y avoir des choses qui vont être données aussi, ça dépend. Ah, ça peut être aussi des choses à donner. C'est la personne qui décide. décide, ok. C'est la personne toujours qui décide du prix. Ok. Il y a 10 qui restent à Véloroute pour nous aider un peu, mais notre but, c'est surtout fait comme un point de rencontre entre le vendeur puis l'acheteur. Oui, parce que des fois, on est chez nous, on a des choses qu'on veut vendre, C'est ça. on ne sait pas toujours comment s'y prendre, C'est puis là, on a ça. une occasion de le faire. On offre un service un peu, là, c'est ça, pour que le monde puisse justement avoir du matériel pas trop cher. Puis on sait des fois c'est dur d'avoir des vélos de ce temps-ci. Fait que ça peut puis aider des fois. Là, comme tu mentionnais, il y a du monde qui les prennent en charge. Fait que tu arrives, tu sais pas trop, ils vont t'aider comment cibler les prix, mais c'est les C'est ça. personnes qui les vendent ou il y a du monde qui les aide à vendre aussi? Ou... Non, c'est que la personne, le matin, elle va fixer le prix, mais le vendeur, lui, il va signer un contrat avec nous. Puis c'est nous OK. autres qui va dire, ah, ça, on met un prix sur OK. sur l'article. C'est Puis le c'est à prendre ou à laisser, finalement. OK. C'est ça, puis il faut dire que le paiement, il se fait en argent liquide seulement. Seulement. Oui, oui, c'est on n'a important pas de carte de guichet. Important de le spécifier. C'est Parce que ça. on arrive, j'ai ma carte. Non, apportez pas de carte. C'est argent comptant Malheureusement. seulement. Et puis là, comme tu mentionnais, il y a quand même de l'argent qui va aller pour Oui. la piste, le vélo-route. Oui, un 10 là, qui reste. On a pris un peu le modèle de Rimouski. Rimouski, la semaine d'avant, ça fait plusieurs années eux, qu'ils le font. Là. Et puis le 10 c'est l'argent que vous allez cumuler va servir à quoi? Ça peut servir au niveau de l'entretien L'entretien. des voies cyclables. OK. Puis y a-tu des projets qui s'en viennent pour la vélo-route là, cet été? Ou... Oui, bien, on a des améliorations prévues à Côte-Escale, à Sainte-Florence, puis un peu aussi à Mkoui. OK, fait que ça va aider dans ces Oui, travaux-là. on a une aide financière de Développement économique Canada, puis c'est ça, on va avoir des améliorations. Parfait. Voilà, c'est ça. Fait que ça va servir un petit peu d'argent pour aider à la vélo-route. Et puis, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Y a-t-il d'autres choses qu'on doit savoir? Si quelqu'un veut avoir plus d'informations, il peut nous contacter au 418-629-4242, poste 1248, Francis Sallaran. Puis on va répondre aux questions. Vous appelle pour savoir. On vous invite à être là. Parfait. On va être Ben, là. merci Francis. Merci de m'avoir invité. Donc, on rappelle le Vélo Bazar qui va avoir lieu samedi le 14 mai entre midi et 16h pour ceux qui veulent acheter et entre 10h et 17h là, pour ceux qui veulent vendre, qui veulent venir s'installer. Donc, c'est une belle opportunité là, de vous procurer du matériel à bas prix, soit un vélo ou du matériel pour le vélo ou pour les cyclistes également. Ah, bonjour, vous êtes là. Je suis présentement dans la salle de projection du cinéma Figaro et je suis en train de regarder un film. Il est super bon. Je vais justement m'entretenir avec Marie-Michel Voyer, qui est la directrice générale, pour parler des films du mois de mai. Donc, bonjour Marie-Michel, comment ça va? Salut Marc, ça va bien? Alors, qu'est-ce que nous réserve le cinéma pour le mois de mai?
Ben, si on y va chronologiquement parlant, mettons qu'on commence déjà pour ce vendredi, c'est le nouveau Doctor Strange dans le multivers de la folie. Donc, c'est Marvel qui nous offre un deuxième volet de Doctor Strange. Et pour toute la famille, on a eu Sonic en avril. Et là, pour mai, ce qui sera à l'affiche chez nous, c'est Les Méchants. Donc, Les Méchants qui nous vient des studios DreamWorks. Et c'est eux qui font les Mignons. Et donc, ça risque là, d'être assez drôle. Le film est apprécié. C'est une sortie du 22 avril. Nous, on l'avait repoussé un peu. Les gens l'aiment. Donc, ça vaut la peine. Donc ça, c'est les 2 premiers films. Il y a un 3e nouveau film aussi qui commence ce vendredi. Oui, ce sera un film d'action qui s'appelle Ambulance. Ça brasse un peu plus. C'est un amoureux qui a besoin, sa conjointe a besoin d'une greffe. Donc, c'est ça, il va essayer de braquer l'organe en question dont il a besoin. Donc, je pense que ce film-là va être à l'affiche seulement une semaine. Fait que les gens qui veulent le voir doivent se dépêcher cette semaine. Absolument. Parce que là, on a certains films qui vont dérouler, qu'on appelle, nous, en move-over, donc qui seront à l'affiche en mai pour une semaine. Là, je peux vous les nommer rapidement. Là, donc, vous pourrez voir, si vous tenez à voir Ambulance, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc qui est la 3e volet d'une comédie française qui s'appelait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc, lui, ce sera l'autre semaine. Ensuite, on vous présentera L'Homme du Nord. Ça, c'est plus dans les années barbares. Donc, ça, c'est plus dur. Ça saigne un peu plus. C'est plus barbare, oui. C'est moins fait pour les cœurs sensibles. Et voilà. Et finalement, ce sera le film québécois Noémie dit oui, qui lui aussi est moins pour les cœurs sensibles. On parle de proxénétisme, de jeune fille qui se fait prendre dans de l'exploitation sexuelle, mais qui est un très bon film choc québécois. Si ça vous interpelle, là, vous devez voir ce film-là, mais c'est pas pour les cœurs sensibles comme qu'on disait. C'est quand même un sujet chaud. Là. On en parle beaucoup du proxénétisme aujourd'hui. Oui, t'as tout à fait raison. C'est juste que ça s'adresse pas à toutes les clientèles, donc c'est pour ça qu'on y va plus avec parcimonie. C'est ça. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'écouter ce genre de film. Et aussi, tu me parlais, là, dans le mois de mai, on devrait voir un nouveau Top Gun. Oui, c'est ça. Donc, dans les grosses sorties qu'il me reste à vous parler, donc il y a Top Gun Maverick, donc c'est comme une suite beaucoup plus tard, une trentaine d'années plus tard, mais on retrouve toujours Tom Cruise. Et les gens qui l'ont déjà vu en avant-première, là, semblerait que c'est débile. Donc, si vous aimez ça, ce type de film-là, d'action, si vous aimez Tom Cruise, venez le voir. C'est vraiment un film qui a été conçu pour être vu sur grand écran. Les prises de vue sont vraiment belles, donc ça vaut le déplacement. Et est-ce qu'il y a d'autres films qui vont apparaître également dans le mois de mai? Oui, finalement, juste la semaine avant Top Gun, il me reste à vous parler, on aura Downton Abbey qui fait une 2e sortie aussi. Ça, c'est pour faire suite à la série. Oui, mais on avait déjà eu un film, Marc, me semble, avant la pandémie, là, je me souviens plus exactement quelle année, mais oui, on avait eu un premier film de Downton Abbey et là, c'est le 2e. Les fans de Downton Abbey vont être ravis d'avoir le 2e film. Oui, c'est ça. Et là, il reste les Aventuriers Explorateurs. Il va en avoir un autre ce mois-ci. Oui, donc un dernier aventurier voyageur pour cette saison-ci, qui est le 13 et le 17 de mai. Et on vous amène jusqu'au Sri Lanka. Oh, ça va être intéressant. C'est une belle découverte. Oui, c'est ça. C'est des destinations un peu plus inusitées. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Puis on invite les gens. Là, il y a plein de beaux films qui s'en viennent. Et donc, bon cinéma. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Après une absence de 2 ans, c'est le retour de l'exposition scientifique qui a dû prendre relâche en raison de la COVID-19. L'exposition scientifique, c'est les finissants du programme en sciences de la nature du Centre matapédien d'études collégiales qui présentent à la communauté des kiosques scientifiques dans le cadre de leur épreuve de synthèse du programme. Cette année, l'exposition scientifique aura lieu le 16 mai. Et pour en parler, j'ai avec moi Francesco Barletta, qui est enseignant en physique, et Geneviève Jean, qui est enseignante en biologie. Bonjour à vous deux. Allô. Bonjour, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, après 2 ans d'absence, c'est le retour de l'exposition scientifique. Et à quoi on peut s'attendre cette année? On peut s'attendre à venir voir des sujets qui, à première vue,
sont très complexes, mais de la façon dont les étudiants vont en parler, ça va être vraiment très animé, bien vulgarisé. On s'adresse à un public général qui a envie de venir voir le CEMEC, qui a envie de venir rencontrer nos étudiants, puis qui ont envie de venir entendre parler de science, mais de façon très vulgarisée, comme je disais, là, à la bonne franquette. Et comme je le mentionnais, vous avez dû faire relâche pendant 2 ans en raison de la COVID-19. Est-ce que la formule a changé avec ce retour-là? Ou disons qu'on veut revenir à la formule classique avec un public nombreux. Donc, surtout les écoliers, donc les jeunes sont vraiment les bienvenus parce qu'on va avoir principalement 2 volets. Les volets scientifiques, on a les mathématiques, physique, puis biologie, biochimie. Et donc, c'est vraiment c'est important pour les gens surtout qui aiment les sciences et vraiment de découvrir ces projets-là. Mais on veut un public nombreux. Donc, c'est aussi une invitation, c'est aussi aux adultes. Donc, ça s'appelle les parents, les familles des étudiants du CEMEC. Et c'est une opportunité vraiment pour tous, aussi pour les gens de la ville, pour voir qu'est-ce qu'on fait au CEMEC. Donc, la CEMEC est bel et bien présente. La science au CEMEC est bel et bien présente. Et on est vraiment fiers de ce qu'ils ont fait cette année, nos étudiants. Et puis, cette année, l'exposition va être juste l'après-midi. Oui, effectivement, de 13h à 17h, on invite tout le monde à venir nous voir. Et il y a, au travers des kiosques scientifiques de nos étudiants finissants, il y a un concours de catapultes qui est vraiment super drôle, qui implique les étudiants de première année en sciences nature. Fait que ça leur permet de mettre un pied dans l'exposition scientifique. Puis, ça consiste à essayer de viser le plus précisément une cible avec une catapulte qu'ils ont construite eux-mêmes. Ça, c'est très drôle aussi. Et ils utilisent une balle de golf pour faire le concours. Puis c'est sûr que ça apporte toujours des rires puis de l'animation, là. Oh oui, c'est super intéressant. Mais les 2 années que ça a dû être annulé à cause de la COVID-19, vous avez fait quoi? On a dû faire malheureusement une formule à l'interne. Donc, l'exposition s'est limitée plutôt à notre département des sciences de la nature. Et on était aussi très limité pour ce qui est normalement, nous, on fait toujours un souper, on partage de la bouffe, mais là, on était limité en ce sens-là. Donc, c'était plutôt une activité qu'on a fait en classe. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu faire selon ce que la santé publique nous avait donné comme consigne. Okay. Ouais. Fait qu'ils ont quand même eu, les finissants qui ont terminé dans les 2 dernières années ont quand même eu le droit à avoir quand même une petite exposition là, à travers à l'interne. Oui, à l'interne. Et là, vous me parliez, c'est ouvert aussi beaucoup aux écoles, hein, parce que j'imagine que l'objectif, oui, c'est de montrer ce qu'ils font dans les cours, mais c'est pour aussi amener des futurs étudiants. Oui. Amener des futurs étudiants et aussi faire connaître le CEMEC aux gens de la Matapédia. Les enseignants de 5e-6e année là, aiment vraiment beaucoup venir à cette exposition-là. Ça fait une belle sortie éducative. Mm-hmm. Puis c'est souvent les enfants qui participent le plus là, puis qui posent le plus de questions. Ça doit être intéressant. Ils doivent avoir beaucoup les yeux grands ouverts, puis ils doivent... Oui, puis cette année, on a un kiosque qui ont fait... Dans le fond, les 2 filles ont fait des expériences avec des chats et des chiens. Moi, je soupçonne qu'ils vont être vraiment populaires cette année. Justement, il va y avoir combien de kiosques cette année? Nous, dans mon cas spécifique, moi, je m'occupe du volet maths physique. Il va y avoir un kiosque fait par 4 étudiants et on va présenter comme 3 volets, un volet en statistique, un volet en ondes électromagnétiques, puis un autre volet de mécanique. Et donc, c'est un kiosque avec ces 3 volets. Donc, c'est sûr que ça va attirer l'attention des jeunes parce qu'il va y avoir des machines, des choses qui bougent. Donc, seulement de voir le kiosque, je pense que ça va attirer les jeunes. Et ce kiosque-là, ça représente vraiment le travail d'une année d'expérience, de manipulation. Donc, j'espère, en fait, je sais qu'il va y avoir déjà des interactions manuelles entre les gens invités et les étudiants qui exposent leur expérience. Et puis, ça fait combien d'années que ça existe, l'exposition scientifique? Oh, ça fait longtemps. Je pense qu'au moins, depuis que je suis là, 10 ans au moins. Même plus. Moi, ça fait 15 ans. Oui. Puis ça existait déjà avant que j'arrive. Ouais. C'est là depuis le début du programme? Ça a toujours été là? Peut-être une 20aine d'années, là. Puis ça fait 26 ans que le CEMEC est ouvert. Fait au moins une 20aine d'années, là. Sûr.
OK. On aurait dû chercher nos sources avant de venir. C'est juste une question comme ça. Non, on sait que ça fait quand même plusieurs années. Fait que c'est quand même connu, là, ceux qui sont natifs d'ici, qui sont originaires d'ici, savent que ça existe depuis des années. Oui. Puis c'est toujours aussi populaire, j'imagine, à chaque année. Normalement, c'est toujours plein, là. OK. Parce qu'il y a des gens du public qui aiment ça venir voir les expositions scientifiques de nos jeunes, puis les parents. Ils viennent voir. Parce que c'est un peu comme un projet de fin d'année. Là. Eux autres, ils finissent, après ça, ils ont terminé, puis ils s'en vont vers le marché du travail, ils s'en vont en stage ou... Projet de fin d'études, même. OK. Ils s'en vont à l'université pour la plupart. Parfait. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça conclut leurs 2 ans d'études. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une belle façon de terminer leur programme. Et puis, comment ça va se dérouler la journée? Nous, on demande à nos étudiants de préparer leur kiosque pour que quand les portes ouvrent à 13h, qu'ils soient déjà prêts, avec du matériel à montrer, des petites vidéos, des photos. Puis comme en physique, s'il y a des montages, que ça soit déjà prêt à être utilisé pour montrer au public. Et au courant de l'après-midi, on va entrecouper ces périodes-là de passage d'un kiosque à l'autre par le public avec le concours de catapulte pour animer un petit peu l'après-midi, puis permettre à un peu tout le monde de voir un peu de tout. Puis pour nous, ça se termine là, en privé avec un souper, tous les étudiants finissants et les enseignants du département. C'est un peu notre moment à nous là, pour se dire au revoir. Là. Bon, fait que ça va être une belle journée, ça va bien se dérouler. Avez-vous des partenaires pour réaliser cette exposition-là? Bien, moi, c'est sûr qu'on fait une promotion, on va faire une promotion avec les réseaux sociaux, donc la ville, la MRC va être invitée. J'ai aussi invité les CEREX, donc le centre de recherche qui s'occupe d'une transformation des produits forestiers. Et j'espère qu'ils vont aussi, qu'il va y avoir aussi un kiosque promotionnel du CEREX pour montrer qu'on fait aussi de la recherche de haut niveau ici dans la vallée de la Matapédia. Et c'est surtout des partenaires locaux qui vont collaborer avec cet événement-là. Et on espère surtout que vous, la TVC, soyez présents pour faire réaliser des entrevues sur place pour donner le plus de visibilité. Donc, c'est sûr que là, actuellement, ce qui est les réseaux sociaux, ça permet vraiment de partager le plus possible l'information. Puis pour le côté financement, ben, c'est la fondation du CEMEC qui octroie les fonds pour payer, dans le fond, le repas des étudiants à la fin de l'activité. Et il y a une tradition qu'on leur donne des petits cadeaux personnalisés aussi. Fait que c'est la fondation du CEMEC qui, généreusement, à chaque année, depuis toujours, nous octroie les fonds pour pouvoir faire cette activité spéciale-là avec les étudiants, pour pas que ça soit déboursé de leur poche. Bon, parfait. Bien, Francesco, je te confirme qu'on va être là. La TVC va être présente lors de l'exposition. Ouais. C'est une invitation. Ben, on est accepté. Cette offre est acceptée. Ben oui, c'est le fun. On va pouvoir aller voir ça nous aussi, puis on va pouvoir le publiciser, puis en parler aussi également. Fait que ça va être une très belle journée. Ben merci beaucoup, Francesco Berletta, Geneviève Jean, enseignante au CEMEC. Merci d'être venu nous en parler, puis on vous souhaite une belle journée lors de cette exposition-là. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous. Donc, j'invite les gens qui ont le goût d'aller voir les projets des étudiants. Ça va se dérouler le 16 mai de 13h à 17h au CEMEC. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent lance le projet Défi on bouge et on s'adapte, qui s'adresse aux écoles dans le but de sensibiliser les élèves sur les défis que vivent les personnes ayant une limitation physique. Pour nous en parler, je suis avec Lise Arsenault, qui est conseillère en loisirs. Bonjour Lise. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi le défi on bouge et on s'adapte? Oui, dans le fond, ce projet-là vient de l'initiative de, justement, comme vous disiez, de sensibiliser les élèves, les jeunes, dans le fond, à ce que vive une personne qui est en situation de handicap.
Fait que dans le fond, ce projet-là, on s'adresse aux éducateurs physiques dans des cours d'éducation physique des écoles primaires et secondaires. Ce qu'on souhaite, c'est qu'au courant du mois de mai, les enseignants puissent s'inscrire à ce projet-là, puis créer une activité ou participer à une activité, fasse preuve de créativité, dans le fond, pour organiser une activité dans un cours d'éducation physique où les jeunes vont sensibiliser un handicap dans le but des sensibiliser justement à ce que vit un enfant qui a une situation de handicap. Ça peut être différents trucs. On voit des gens qui jouent au volleyball assis. Ça existe, par exemple, comme vraie discipline, où on joue des activités de goalball, des choses comme ça, avec les yeux bandés, simplement pour simuler l'handicap. Voilà. Dans le fond, c'est ça, ils font des activités comme s'il y avait un handicap pour mieux comprendre la situation de ces personnes-là qui vivent dans la réalité. Parce que c'est pas toujours facile pour eux autres là, de participer à des activités. C'est pas toujours bien adapté. Non, c'est ça. Puis ça permet aux jeunes d'avoir après ça ce réflexe-là ou cette vision-là de dire « Ah oui, c'est vrai, on ne prend pas toujours conscience de la difficulté de ce que les gens vivent. » C'est exactement ça l'objectif, les sensibiliser et de dire « Ah, ben oui, tu sais, on se met dans cette situation-là, on simule l'handicap. » Puis après ça... Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis c'est un professeur qui adhère, d'éducation physique, qui adhère à ce défi-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à lui seul, il peut rejoindre plusieurs groupes dans une même école, donc beaucoup d'enfants. Fait que, il y a une édition, par exemple, on a rejoint près de 2000 enfants dans le Bas-Saint-Laurent qui ont participé, puis ça ne demande pas l'implication d'énormément d'écoles à ce moment-là. C'est vraiment un projet tout simple, mais qui a quand même des belles retombées. Là, tu mentionnais que ça ne demandait pas beaucoup d'implication, mais au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça lui demande? Est-ce qu'ils ont de l'aide aussi pour s'organiser, pour faire ces activités-là? Bien, au niveau de l'aide, c'est comme je vous dis, ils doivent faire preuve de créativité. Ils ont parfois même tout le matériel qu'il faut à l'école. Mais nous, lorsqu'ils s'inscrivent, on a la possibilité de donner un petit financement si, par exemple, il y avait besoin d'un équipement supplémentaire, de bandeaux pour les yeux, des petites planches à roulettes là, avec les toutes basses là, pour des gymnases, un ballon de goalball, c'est des choses qui peuvent valoir peut-être une cinquantaine de dollars. Fait que c'est des choses qu'on peut les soutenir financièrement pour la réalisation de ce projet-là. Oui, si des fois, il y a des petits achats supplémentaires à faire. Exact. Donc là, les écoles qui sont intéressées à participer, là, comment ils doivent procéder? Les professeurs, ils vous contactent? Oui, bien, sur notre site Internet, on a un petit formulaire d'inscription tout simple. Dans le fond, on leur demande de s'inscrire d'ici le 13 mai. Puis de réaliser l'activité au plus tard à la fin de mai. Nous, ce qu'on souhaite, on va faire un tirage à la fin d'une bourse de 300 $ à l'école qui aura participé, simplement pour un petit moyen, un incitateur, dans le fond, à les faire impliquer dans ce projet-là. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est que la première semaine de juin, qui est du 1er au 7 juin, dans le fond, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Fait que dans ce cadre de cette semaine-là, on va annoncer le gagnant, puis on souhaite aussi recueillir des photos de ces activités-là pour valoriser un petit peu l'ensemble du projet, puis de ce que les élèves, les éducateurs physiques ont fait. Oui, d'ailleurs, dans le fond, les professeurs qui vont organiser ces activités-là sont invités à prendre des photos. Ils les déposent où? Ils les envoient comment, les photos? Tout simplement par courriel. Lors du formulaire d'inscription, toutes mes coordonnées sont là, puis moi, je suis en lien avec eux à ce moment-là. S'il y avait comme justement un petit soutien financier à apporter et tout ça, fait que moi, je suis en lien après ça, je communique avec eux, puis m'assurer que tout se déroule là, comme sur des roulettes. Est-ce que c'est la première année que vous faites cette activité-là ou ça fait déjà plusieurs années que c'est en branle? Officiellement, mais les 2 dernières années, ça a été plus tranquille. Avec la pandémie, là, on sait en 2020, les écoles étaient fermées, on n'a pas pu le tenir. Mais je dirais que c'est la 4e édition dans laquelle qu'on le fait, qu'on le lance, ce défi-là. Et les éditions précédentes, est-ce que vous avez eu un bon succès? Bien, le plus grand nombre d'éducateurs physiques qu'on a rejoint, c'est tout de même une dizaine là, dans la région, un petit peu dans différents secteurs, Matapédia, Rivière-du-Loup, Matane, on a eu un petit peu partout. Mais comme je vous dis, juste un professeur qui rejoint plusieurs groupes peut rejoindre énormément de jeunes. Le plus grand nombre d'élèves atteints, c'est autour de 2000-2500 élèves. Là, je ne sais pas si vous savez ceux qui sont inscrits jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il y a des écoles dans la Matapédia qui ont manifesté leur intérêt de faire cette activité-là? Pour l'instant, c'est quand même tout nouveau. On a lancé l'événement la semaine passée. J'ai 2 inscriptions qui ne sont pas du secteur de la Matapédia pour l'instant, mais je sais que j'ai des courriels de temps en temps, là, des gens qui démontrent un intérêt, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Parce que là, comme tu mentionnais, je pense qu'il faut qu'ils aient fait l'activité d'ici la fin mai, hein? C'est bien ça? Oui, exactement. Donc là, c'est le temps, là, s'ils veulent s'inscrire, c'est maintenant? Oui, absolument. C'est le moment. On est jusqu'au 13 mai pour le manifester.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Lise. Puis je trouve que c'est une belle initiative, une belle façon de sensibiliser les jeunes, puis ça leur permet de s'amuser en même temps et de mieux comprendre leur réalité. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'invite les écoles de la région qui ont envie de faire participer leurs élèves dans une telle activité, bien, de le faire d'ici le 13 mai. Et pour vous inscrire, vous passez par le site Internet de Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent. Le comité organisateur de la Fête des guitares a convoqué une conférence de presse pour annoncer une grande nouvelle. Je suis avec Michel Cheverry, qui est président du comité organisateur, donc je vais le laisser nous annoncer cette belle nouvelle. Bonjour Michel. Bonjour, merci beaucoup de votre présence à cette conférence de presse. C'est ça, on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui qu'on vient de faire justement. On annonce l'apport financier majeur du groupe RPF et ses filiales, dont Michaud et André Roy Électrique, pour un montant de 10 000 par année sur un contrat de 2 ans. Donc, c'est 20 000 que cette entreprise vient de nous remettre aujourd'hui comme grand partenaire majeur de l'événement. Sans hésitation, quand Michel nous a demandé d'être un partenaire majoritaire, on a embarqué à pieds joints parce que dans la vallée, on a beaucoup d'employés puis qui sont toujours très... je sais qu'ils participent puis ils sont toujours contents d'aller à cette fête-là. Puis c'est ça, c'est une belle visibilité pour nous, comme entreprise, mais aussi appuyer des événements comme ça. C'est important parce que c'est beaucoup d'organisations, je sais que les gens ici sont tous bénévoles. Puis s'il n'y avait pas de gens comme eux ici, bien, il n'y aurait pas d'événements. Fait que... on fait ce qu'on peut pour les aider, puis on est fiers de ça. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est un apport financier majeur qui va venir faire en sorte de nous aider financièrement pour produire un plus gros festival. C'est notre mission pour les prochaines années, justement, de produire un plus gros festival. Avec un acte comme ça, bien, ça vient juste renforcer notre bourse un petit peu, là. Donc, pour les prochaines années, vous voulez vous agrandir, faire peut-être plus de shows, plus de spectacles ou autrement? Bien, déjà, cette année, on a mis une programmation qui est beaucoup plus grande que les autres années. Normalement, c'était le vendredi, samedi, dimanche, mais on a enlevé le dimanche cette année pour le reproduire le jeudi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, à 2 à 3 shows par jour. Mais ce qu'on aimerait garnir aussi, c'est pas nécessairement le nom, mais la qualité peut-être des artistes par leur provenance. On est rendu qu'on joue dans la cour des grands, donc on est en train de vérifier pour des groupes canadiens aussi pour l'année prochaine. On est déjà sur 2 gros dossiers qui se travaillent. Mais pour ça, bien, comme tout le monde le sait, là, ça prend de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette entente-là vient juste à point de notre financement. Donc, plus les noms sont grands, plus ça prend d'argent. Exactement. Et puis, cette année, on est moins contraint par la COVID, mais je pense que vous gardez quand même la même formule que l'année dernière. C'est en plein ça. Nous, l'année passée, il y a plusieurs festivals qui ne se sont pas produits, mais nous, on était des grands... qui ont pris la chance, je te dirais, mais avec les normes du COVID, ça nous empêchait d'avoir du monde à l'intérieur du chapiteau par rapport qu'il fallait répondre à la distanciation. Donc, ça fait longtemps qu'on se pose la question, on est-tu capable de produire un show extérieur sur une scène extérieure sans chapiteau, sous la belle étoile? Bien, l'an passé, on l'a fait, ça a été vraiment un grand succès. Puis je te dirais, nos festivaliers ont vraiment, mais vraiment adoré. Donc, cette année, ça n'a pas été dur de prendre la décision. On renouvelle avec la scène extérieure. Et parlant de scène extérieure, c'est la plus grosse scène qui va se produire, je te dirais, dans la vallée. On en fait la location dans la région de Montréal. C'est une scène vraiment gigantesque où ce que les gens vont avoir une bonne expérience, les festivaliers, par rapport aux salles écran géant qu'on a mis en place avec la captation de tous les shows. Il va y avoir 3 caméramans durant le week-end. Vraiment, l'expérience festivalier, là, cette année, là, on l'a mis haut. Mais il ne faut pas oublier que la fête des guitares, c'est plus juste une fête de village. Maintenant, c'est rendu un festival qui se fait connaître partout en région au Québec. Puis dans les Maritimes aussi, je te dirais qu'on a une grosse clientèle, une nouvelle clientèle qu'on a ciblée depuis 3 ans qui vient de la région du Nouveau-Brunswick, la région surtout du nord du Nouveau-Brunswick, qui sont vraiment des gens fantastiques. Vous avez des nouveautés également cette année? Oui, c'est en plein ça. Les nouveautés, là... on ne voulait pas oublier nécessairement les gens plus âgés. Donc, on va aller le samedi après-midi à la résidence Marianne-Ouellette de la Côte-Saumon, où ce que les gens, pour certains, n'ont pas eu de visite, malheureusement, depuis le COVID, depuis un certain temps, mais nous, on va aller leur rendre visite pour lui donner 2 heures de spectacle extérieur qui est vraiment... Tous les frais sont payés par la Fête des guitares. C'est un cadeau qu'on leur fait. Il ne faut pas les oublier. Puis pour les plus jeunes et je vous dirais les moins jeunes aussi, on a notre samedi après-midi où on va avoir un tournoi de washer dans le parc du Centenaire de la Côte-Saumon, qui est organisé par mon ami Sébastien Pitt, je le disais tantôt. On va avoir le comité des loisirs de la Côte-Saumon qui vont faire des ventes de table, où ce que je le disais encore tantôt, je me faisais rire à le dire. La madame qui fait le meilleur pain en région, bien, elle va pouvoir venir vendre son pain là. Ou c'est le monsieur qui a des vélos à vendre, ça va être la place. Puis il va y avoir un petit chansonnier pour, je vous dirais, détendre l'atmosphère aussi. Là, c'est de 10h à 16h dans le parc du Centenaire, le samedi 9 juillet.
Fait qu'il y en a qui vont pouvoir, plein de monde qui vont pouvoir participer puis se faire connaître et tout. Exact. Tu sais, la fête des guitares, on l'a tout le temps dit, c'est pas juste un spectacle de soirée, c'est vraiment meubler la journée. Fait qu'un festivalier qui arrive jeudi à la Côte-Saumon peut repartir facilement le dimanche. Puis encore, je vous dirais, des belles visites à faire à part que notre fête. Là, la région en est gagnant de A à Z, ça c'est sûr et certain. La programmation a été dévoilée. Sur la liste, on retrouve Éric Lapointe et Kevin Parent, des artistes qui ont quand même fait jaser dans les dernières années et qui créent une controverse aussi. On a vu dans les nouvelles à Plessisville, le passage d'Éric Lapointe a causé une controverse. Le fait d'inviter ces artistes, est-ce que vous avez eu des commentaires? Est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que vous avez eu des commentaires négatifs? Moi, ce que je vais te répondre aujourd'hui, c'est que la fête des guitares, le comité, endosse vraiment pas ce qui a été fait par ces artistes-là. Par contre, ils ont le droit de travailler. C'est ce que je vais répondre à cette question-là. Parfait. Et puis, je pense qu'il reste encore des billets. Le monde qui veut l'acheter, c'est encore possible d'acheter des billets? Le 17 avril jusqu'au 1er juin, ça va être 45 $. Et par la suite, après le 1er juin, les billets vont être disponibles à la porte en version journalière à 35 $ par jour. Et comment on se procure les billets? On va directement sur notre page Facebook, le lien est là pour la billetterie en ligne, ou à la Côte-Saumon, en point physique, au dépanneur du lac. Il y a des bracelets à vendre directement là. Nicolas et son équipe attendent tout le monde en grand nombre. Parfait. Bien, merci beaucoup, Michel, puis on vous souhaite un bon festival des guitares cet été. Bien, merci à toi. Merci beaucoup à TVC pour la présence. Donc, on invite les gens là, qui veulent participer au spectacle de la fête des guitares de se dépêcher à se procurer des billets, parce que comme ça a été annoncé, les prix montent de jour en jour. Donc, si vous savez que vous voulez participer, dépêchez-vous, allez consulter la page Facebook de la fête des guitares. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Plusieurs investissements ont été annoncés pour la vallée de la Matapédia, autant au niveau des infrastructures sportives et récréatives qu'au niveau des routes. Donc, plusieurs projets seront réalisés. Et pour en parler, je suis avec le député de Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va bien, d'autant plus que j'ai des bonnes nouvelles à communiquer au Matapédia. Oui, on a 6 municipalités qui vont pouvoir réaliser des projets récréatifs sur leur territoire, ce qui est vraiment fantastique pour les citoyens. Oui, des fois, les gens se demandent, ça donne quoi un député, ça plaide, pourquoi est-ce qu'il y a des retombées concrètes? Bien, il y en a dans tous les domaines, mais là, pour 6 municipalités de la Matapédia, des infrastructures de sport et de loisirs, on a le financement, c'est pas des millions de dollars, mais ça va permettre de faire bouger des choses. Il y a des comtés qui en ont reçu 2, des comtés de la CAQ d'ailleurs, on ne le dira pas trop fort. Moi, j'en ai 11. J'en ai 11 au total dans mon comté, puis je suis très fier de dire que c'est de la Matapédia qui en a le plus. Il y en a le 6. Donc, je vous les énumère très brièvement. Municipalité de Sébec, aménagement d'un parc, 90 000 $. Municipalité d'Albertville, construction d'un mini-golf. Vous ne saviez pas ça, hein? Ben, ça va être intéressant, 38 000 ça. 38 000 Ville d'Amqui, réfection de la patinoire PL Alley, 100 000 $. Les loisirs de Saint-Noël, aménagement d'un pump track. Je vais les laisser vous expliquer ça, 45 000 $. Municipalité de Saint-Léon-le-Grand, réaménagement de la patinoire, 98 000 $. Et la municipalité de Saint-Moïse, remplacement des bandes de la patinoire extérieure, 59 000 $. Donc, 6 petites annonces et qui ont un impact concret pour les familles dans autant de municipalités de la Matapédia. Et ça s'ajoute à plein d'autres annonces où on a obtenu du financement. C'est le cas de la passerelle, par exemple, à Cause-Abscale, qu'on va annoncer un petit peu plus tard. Et d'autres annonces sur le territoire de la Matapédia. Donc, oui, il y a des retombées. Puis, je fais un lien avec une motion qu'on a déposée à l'Assemblée nationale qui met fin à l'utilisation de l'expression « voter du bon bord ». C'est-à-dire que tous les partis, y compris le gouvernement, sont entendus pour dire que ça n'a aucun sens. Il fallait arrêter de dire ça et que les comtés devaient être traités avec équité. Puis quand je regarde le bilan dans mon comté, c'est le cas. Non seulement on a beaucoup d'annonces, mais en plus, il y a d'excellentes relations avec l'ensemble des ministres et le premier ministre, puis ça donne des résultats, même si on est dans l'opposition. Donc, on est du côté du vouloir, puis ça rapporte. Mais le gouvernement, il s'occupe de tout le Québec, peu importe qui s'occupe du territoire. Oui, mais des fois, ça a une influence? Bien, c'est pas supposé. Mais le premier ministre est allé dire dans une radio de Longueuil récemment
que si les gens de Longueuil, parce qu'il y a une élection partielle, votaient pour la candidate de la CAQ, ça serait plus simple de faire avancer les dossiers. On comprenait le message subliminal. Moi, je suis arrivé avec une motion disant non, il ne faut pas que ça marche de même, puis on n'a pas eu le choix de voter pour, unanimement. C'était un bon coup pour la démocratie puis pour l'équité entre l'ensemble des territoires. L'important pour les gens... Donc, 6 belles annonces en infrastructure. Oui, puis juste pour revenir pour le Pump Track, juste expliquer un peu c'est quoi. C'est pour les vélos et la planche à roulettes. C'est un petit trajet avec des bosses. Ils se promènent là-dedans. Là, Bon, ben alors, ça va être à Saint-Noël que ça va se passer, le Pump Track. Ben oui, on va avoir ça sur le territoire. C'est tous des beaux projets, donc des belles activités en famille ou faire. On va pouvoir sortir. Fait que l'hiver, c'est Noël à Saint-Noël, puis l'été, c'est le Pump Track. C'est ça. C'est ça qu'ils font. On a des annonces routières aussi. Oui, parce on a plusieurs annonces routières. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant. Oui, parce qu'on est là pour ça. Fait que là, c'était les bonnes nouvelles au niveau du côté récréatif, mais routier, on va avoir plusieurs routes qui vont se faire réparer, là. La liste est très longue pour la Matapédia de ce qu'on a obtenu en investissement routier. Donc, chaque année, je pense qu'il n'y a pas un bureau de comté au Québec qui plaide autant le routier que nous, de façon très méticuleuse, avec les observations et les motions des municipalités, les observations des citoyens, des usagers de la route, et moi-même et mon personnel qui prennent des photos tout le long de l'année, puis on plaide ça. Donc, on a obtenu beaucoup d'investissements routiers sur le territoire de la Matapédia. Ça va paraître, notamment sur la route 195, il va y avoir des travaux importants. Il va en avoir partout. Il va en avoir à Albertville, il va en avoir à Saint-Léon-le-Grand, Lacombe-Couy, Val-Brillant. Albertville, Amqui, Cozabscal. Bon, un peu partout sur le territoire. L'an dernier, on a terminé le chantier pour la courbe en S à Val-Brillant. Ça, c'était énorme. Ça, c'est réglé. Donc, ça, c'est dans la colonne des réalisations concrètes. Il y a la sécurisation de plusieurs tronçons sur la 132. Il y a eu un événement malheureux l'an dernier. Donc, on a plaidé pour plusieurs tronçons qui ont été acceptés et le travail va se faire cet été. C'est jamais assez, évidemment. Puis il y a tout le temps des gens qui me disent « Oui, mais dans telle rue, il y a des nids de poules. » Mais là, il faut faire une distinction. Je n'ai pas juridiction sur les rues et les rangs dans les municipalités. Ça relève de votre conseil municipal. Mais quand c'est des routes numérotées, route 195, route 132, ça relève du ministère des Transports qu'on peut intervenir. Donc, je me suis déplacé à Rimouski pour entendre la ministre régionale nous présenter ça. Puis, on a des belles annonces pour la Matapédia. Puis, évidemment, les Matapédiens, ils se déplacent partout. Oui. Ben, il y en a beaucoup à Matane, dans Matanie, puis il y en a beaucoup dans la Métis aussi. Puis, on a aussi l'autoroute 20. Mais ça, l'autoroute 20, on en reparlera parce qu'avant que ça se rende à Montchelier ou à Amqui, j'ai l'impression qu'on a le temps de s'en parler amplement. Là, un petit peu, t'en parlais, toi, tu défends les intérêts, tu vas chercher, mais je pense que les municipalités, les villes, ils doivent aussi faire une demande, je pense, pour avoir cette subvention-là. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les municipalités, souvent, vont faire des résolutions disant tel tronçon, on aimerait qu'il y ait des travaux. Ça arrive souvent, puis ils sont très proactifs là-dessus. Moi, j'ai aussi un petit budget discrétionnaire qui me permet d'appuyer des municipalités. Okay. Mais ce sont vraiment des partenaires très précieux parce qu'ils connaissent le réseau routier du ministère des Transports qui passe chez eux et ça m'aide beaucoup. Donc, les directions générales, les conseillers, conseillères, les maires, mairesses. Puis les citoyens, hein, ils m'envoient des photos, ça n'a pas de sens, je vais briser ma suspension, ça m'arrive aussi. Ma tante Cozabscal, en fin de semaine, là, je les cartographie, moi, l'état de la route. Là. Je vais vous dire que j'arrêtais à des endroits, je prenais des photos. C'est un peu ça le travail. En tout cas, c'est un peu étrange, moi, comment je gère ça, mais je fais vraiment ça systématiquement. Et comme n'importe quel usager de la route, je n'ai pas de chauffeur, là, c'est moi qui conduis. Bien, peu importe le moyen, c'est le résultat qui compte. Et le résultat est là. On a plein de financements. On va avoir plein de belles choses qui vont se produire. Bien, merci. Et j'ajoute une chose, on s'en reparlera, mais les événements reviennent cet été. Fort Cozap, oui. La fête des guitares, il ne faut pas que j'en oublie, et d'autres événements. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cet été. J'ai bien hâte de participer à tous ces événements-là. Donc, on revient à une certaine normalité, je pense. Je le souhaite. On va avoir la chance de te croiser dans ces événements-là. Oui, avec plaisir. Parfait. Bien, Pascal Bérubé, député de Matapédia, bien, merci pour ces belles nouvelles. Ça fait plaisir, puis on travaille pour en annoncer d'autres. Parfait. Bon, ça nous fait plaisir de vous recevoir à nouveau. Au revoir. Bye. Salut. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine l'édition du 6 mai de Info.tvc. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cozabscal.
Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30 avec 2500 $ à gagner en prix. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur jaune. Dimanche, c'est également la fête des mères. Je souhaite bonne fête à ma maman et à toutes les mamans. N'oubliez pas de prendre quelques instants pour leur rendre visite ou les appeler. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve vendredi prochain.